Plus on vieillit, plus on a de risques de développer une maladie neurocognitive. On l'observe chez 1 à 2% des 65-70 ans et entre 25 et 30% des plus de 85 ans. Maxime Berthoud, vous êtes docteur en neurosciences comportementales et cognitives. Vous êtes chercheur à l'INSERM et co-directeur du laboratoire Interaction à Lille, également neuropsychologue. Et avec vous, on va faire de la différence entre ce qu'on appelle les troubles de la mémoire et aussi les troubles de la concentration. C'est vrai que parfois, on oublie ce qu'on est allé chercher dans le salon, on oublie l'endroit où on a posé notre téléphone. On se dit même d'ailleurs, mais c'est pas possible, j'ai Alzheimer, c'est entré dans le langage commun, d'ailleurs on y reviendra. Est-ce que c'est forcément un trouble cognitif, un signal ? Alors c'est pas forcément un trouble cognitif et encore moins forcément un signal d'une maladie neuroévolutive. La mémoire, c'est une habilité complexe, une habilité cognitive complexe qui dépend de beaucoup de facteurs. Et un des facteurs les plus importants, c'est la concentration, notre capacité à être attentif à quelque chose. Dans les exemples que vous citez, il est possible que vous n'aviez pas forcément fait attention à ce que vous alliez chercher dans cette autre pièce. Vous avez peut-être aussi été distraite au moment où vous avez posé votre téléphone ou votre trousseau de clés. Par mes enfants, par exemple. Par exemple. Ouais. Donc, c'est la concentration qui joue parce que sans son niveau de concentration adéquat, on ne peut pas apprendre correctement. D'ailleurs, cette expression « j'ai la maladie d'Alzheimer », c'est un peu un lieu commun. Maintenant, c'est entré dans le langage courant. Est-ce que ça a des conséquences sur le diagnostic de la maladie ? Est-ce qu'on a banalisé, entre guillemets, le diagnostic de cette maladie ? Alors, commençons par dire que la maladie d'Alzheimer, c'est pas une fatalité, et puis ça concerne une minorité de personnes. Ça, c'est la première chose. Toutes les maladies neuroévolutives, d'ailleurs, concernent une minorité de la population, y compris de la population âgée. Ensuite, oui, ça a contribué à généraliser certaines choses. D'abord, ça a donné plus de visibilité à la maladie d'Alzheimer, ce qui est une très bonne chose, parce que c'est une maladie terrible qu'il faut arriver à diagnostiquer, bien sûr, mais l'effet inverse, c'est que ça a invisibilisé certaines autres maladies neuroévolutives, comme la maladie Accordet-Lewy, comme les dégénérescences frontotemporales, qui, elles, sont moins reconnues et dont le grand public n'a jamais entendu parler, ou très peu. La deuxième chose que ça a probablement généralisé, c'est une image assez stigmatisante des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, une image un peu triste, alors que les personnes, même quand elles ont des troubles cognitifs, même quand elles ont des maladies comme Alzheimer, sont capables de vivre encore plein de choses et de partager des très bons moments avec leurs proches, par exemple. Ces petits troubles attentionnels du quotidien qui n'ont pas d'impact sur notre vie vraiment quotidienne, mais quand même qui nous dérangent, et évidemment, comment est-ce qu'on peut y remédier concrètement ? On peut les compenser par des choses qu'on fait toutes et tous. D'abord écrire des listes, avoir des listes de courses bien sûr, mais aussi des listes de choses à faire. Tenir un agenda pour bien noter ses rendez-vous. Ensuite, quelque chose qui est probablement négligé, mais c'est de bien prendre le temps de faire les choses, de bien être attentif à ce qu'on fait, de bien être dans le moment. Ça permet, comme on le disait, d'être concentré à ce qu'on fait et de bien se souvenir des choses. Et puis enfin, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, le fait de réduire son anxiété, de réduire sa charge mentale, ça permet aussi d'être beaucoup moins confronté à ce genre de petites anomalies. Comment nous on fait la différence entre ces troubles attentionnels, ces troubles du quotidien, de la concentration, et des troubles neurocognitifs ? Alors, à partir du moment où les troubles deviennent handicapants, se répètent souvent, fréquemment. Si on est trop perdu, si on n'en retrouve absolument pas les objets, par exemple. C'est ça, si on n'arrive pas à tenir, exact, si on n'arrive pas à tenir une conversation, si on n'arrive pas à payer ses factures. Et puis aussi, si notre entourage proche nous le fait remarquer assez souvent. Là, il faut prendre ces choses au sérieux et aller consulter. Alors parfois, on n'ose pas aller consulter parce qu'on n'y croit pas ou qu'on est gêné. Pourquoi c'est important, si on a le moindre doute, d'aller consulter un médecin ? Oui, vous avez raison, on n'ose pas forcément, on a peur de consulter, et puis on pense que c'est compliqué. Et puis aussi, ça nous renvoie à une image de nous-mêmes peut-être déclinante, et donc on n'a pas forcément envie de s'y confronter. Alors c'est important parce que en France, les choses sont très bien organisées. Le parcours médico-social, il est extrêmement bien balisé, et ça permet d'avoir des aides de l'État, aides financières, aides humaines, qui viennent contrebalancer les effets de certaines maladies, et le plus tôt possible on consulte, le mieux c'est, bien sûr. On consulte son médecin traitant en priorité ? Exactement, son médecin généraliste qui ensuite décidera s'il est nécessaire d'aller voir une ou un neurologue ou un gériatre. Merci docteur. Je vous en prie.